Ce podcast vous est présenté par l'agence Matoons, agence créative et tech spécialisée dans les contenus numériques à fort impact. Vous avez un projet audio, vidéo ou digital? Prenons rendez-vous pour nous contacter maxime@matoons.fr. Bonne écoute. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Bonjour à tous, je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Simon! Quoi? À table? Mais j'ai pas fini ma partie! Comment ça, t'as pas fini ta partie? Ça fait 3 heures que t'es sur les écrans. Si tu continues, je vais couper le courant. Cette tranche de vie que je vis moi-même quotidiennement. J'imagine que ça vous rappelle des souvenirs. Si vous avez un enfant, un ado entre 7 et 15 ans, c'est probablement votre quotidien. Les écrans sont-ils leurs ennemis et les nôtres? Les digital natives sont-ils un mythe ou une réalité? Faut-il avoir peur de cette technologie qui est prête même à rentrer dans nos salles de classe, figurez-vous? Eh bien, pour répondre à ces questions existentielles, j'ai l'honneur d'avoir aujourd'hui une spécialiste de ce qu'on appelle l'éducation digitale, l'éducation au numérique, une certaine Marilyn Pernet. Es-tu là, Marilyn? Oui, bonjour Rémi, je suis parfaitement là. Merci beaucoup pour ton intro si réaliste. Hein, t'as vu un peu? Mais je tente des trucs. Je me dis 38e épisode, il est temps quand même de commencer à faire des mini-spectacles, etc. Et je vois que ça prend. Alors, qui es-tu, Marilyn? Explique-nous un petit peu quel est ton quotidien à toi, tiens d'ailleurs. Est-ce que tu as des enfants à qui tu arraches les écrans? Écoute, je les arrache et je les jette par la fenêtre. Ça, c'était la semaine dernière sur l'autoroute. Effectivement, mon mari m'a arrêté le bras au moment où je balançais la Switch sur un camion. Donc voilà, pour te dire un peu comment ça se passe chez nous. Écoute, oui, j'ai 2 enfants. Mathis a 10 ans, Carla a 8 ans. Et j'ai fondé Digital pour eux, d'ailleurs. De 4 ans déjà, avec cette idée folle de me dire que c'était important de les accompagner justement sur cette culture au numérique. Donc tu es CEO de Digital, on va expliquer bien sûr ce qu'est cette start-up, mais j'ai regardé un peu, j'enquête sur les invités toujours, et en allant sur les réseaux, j'ai pas été déçu puisque je vois sur LinkedIn que tu as été Senior Manager M&A en Corporate Finance. Donc, comment est-ce qu'on passe de la Corporate Finance, qui est quand même un truc très sérieux, à la start-up qui va aider nos enfants à s'acculturer au numérique? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu très peur quand tu as dit que tu avais été vérifier mon profil sur les réseaux. Tant que c'est que LinkedIn, bon, écoute, tout va bien. Non, mais il y a un vieux Skyblog qui traîne, mais je tairai l'URL, voilà, ça, par charité. Écoute, oui, j'ai un parcours plutôt M&A, donc fusion-acquisition, depuis très longtemps. Mais en fait, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était programmeur, qui programmait des robots qui allaient sous terre pour creuser à la place des mineurs. Du coup, j'ai grandi avec un père, je jouais tous les soirs sur un espèce d'ordinateur, rentrer des lignes de code. Il m'a offert ma première Atari, j'avais 5 ans, sur ces vieilles télés que je ne sais pas si vous avez connues, avec 3 touches. Et pour pas se lever, on changeait avec le bâton de ski. Mais n'empêche que je pouvais jouer à Pac-Man. Et j'ai grandi effectivement en sublimant la tech. Et puis plus tard en faisant évidemment des fusions-acquisitions aux États-Unis et notamment à New York, à San Francisco en 2004, où là j'ai découvert toute l'innovation de la tech, la Silicon Valley. J'avais des étoiles évidemment plein les yeux et cette double culture, je dirais, d'avoir baigné dans la tech geek petite et puis le fait de devenir maman, où effectivement je me suis dit mais comment on va pouvoir à la fois les accompagner et puis de manière un peu active pour les rendre acteurs et citoyens et gardiens d'esprit critique. Et donc tu décides, il y a combien de temps Digital? C'est un projet qui a quoi, 2-3 ans? Digital officiellement, les statuts datent de novembre 2017 et ça fait 6 ans que je travaille dessus au quotidien avec cette idée de mêler à la fois l'éducation et la tech. Et puis il y a 6 ans, si on repart en arrière, aujourd'hui on est tous très heureux de faire partie notamment d'EdTech France, mais il y a 6 ans il n'y avait pas grand-chose en fait. Quand tu reviens en arrière, ça s'est accéléré. Et quand on parlait et que j'évoquais ces sujets d'accompagner les enfants sur les écrans, avec pourquoi pas des méthodes un peu alternatives,
comme Montessori ou Steiner qu'ils apprennent par eux-mêmes, on me disait mais t'es complètement folle, t'as fumé quelque chose, d'où tu viens? C'était pas le moment en fait. Alors quand on regarde sur le site de Digital, le manifeste, l'ambition est claire, nous aidons vos enfants à comprendre le monde numérique d'aujourd'hui et de demain, comprendre le monde numérique. Mais pourtant, on nous explique que nos enfants sont nés dans ce monde numérique. Alors est-ce qu'ils ont besoin d'adultes du XXe siècle comme nous pour les amener à le comprendre? C'est la question qu'on voit aujourd'hui. Sont-ils tous devenus des crétins digitaux? Alors ça, c'est un sujet très sensible. Je crois que les enfants et les ados ont leur propre usage du numérique. Et que nous, adultes, l'idée, c'est pas de leur interdire ou de leur faire peur. Je crois que nous-mêmes, de toute façon, clairement, on est un peu tous addicts à nos smartphones, à nos écrans, quels qu'ils soient, que ce soit Netflix le soir, ou nos Insta, ou nos LinkedIn, voilà. Donc, ce serait compliqué quand même de leur interdire tout ça. Je pense que le chemin, c'est effectivement d'essayer de les accompagner sur des sujets qui nous semblent essentiels à tous, que ce soit le respect de leurs données, que ce soit qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière, ce que c'est qu'un algorithme, ce que c'est qu'une intelligence artificielle. Rémi, nous on aime beaucoup Reface, mais c'est important que les enfants se rendent compte que c'est une intelligence artificielle et que même quand ils vont voir des images sur des réseaux sociaux, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses, est-ce que c'est une fake news ou non. Donc je pense que c'est effectivement les accompagner sur ces angles-là. Pour ceux qui nous écoutent, un Reface, c'est une petite appli qui permet de faire du deepfake et de mettre la tête de Marilyn ou la mienne ou de qui vous voulez sur un gif connu ou sur le corps de je ne sais qui. Voilà, c'est assez rigolo et c'est assez bien foutu et c'est assez flippant par ailleurs parce qu'on voit que du deepfake à la fake news, la deep fake news, il y a qu'un pas qui est facile à franchir. Et quel est quel doit être, à ton avis, le rôle de l'école, celle où on va quand on n'est pas confiné, par rapport à ces sujets? Est-ce que c'est le rôle des parents d'avoir cette éducation numérique? Est-ce que c'est le rôle de l'école? Est-ce que c'est un rôle qui doit être partagé? En fait, je crois que cet enjeu, c'est un enjeu sociétal. Il faut plus qu'il y ait de barrières. Aujourd'hui, les enfants, comme nous, on était petits, on allait à l'école, et puis quand on rentre de l'école, t'as un autre monde qui s'ouvre, qui est celui soit de la nounou, soit des parents. Et dans ce monde-là, tu as un mur entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a très peu de communication jusqu'à présent. Et donc, nous, parents, souvent, on confie à l'école, évidemment, des sujets d'éducation qui sont les matières fondamentales. Le français, les maths, l'histoire. Et puis, arrivé à la maison, on est là en soutien. Sauf que cette culture au numérique, cet enjeu, c'est un enjeu qui doit justement défier toutes ces barrières. C'est une matière qui est obligatoire au programme de l'éducation nationale. Je crois que 99% des parents ne le savent pas, à part peut-être toi, Rémi, bien sûr. Mais non, mais en réalité, c'est toi qui me l'as appris, parce qu'on a échangé sur ce sujet. Rappelle la statistique pour ceux qui nous écoutent. 99% des parents aujourd'hui ignorent que dans le programme de l'éducation nationale, c'est la loi Hollande 2016, il y a une heure de programmation obligatoire dès le CE1, d'accord? Une heure de programmation par semaine, et jusqu'à quel niveau? Alors, ça commence en CE1. Depuis le décret d'août 2019, tu as même des évaluations en fin de CM2 obligatoires qui doivent porter sur ces compétences. Au collège, évidemment, au brevet, tu as 15% de ta note de maths qui est une épreuve de programmation et notamment sur Scratch. Et puis aujourd'hui, grâce à la réforme du bac, tu as Python qui est enseigné dès la seconde. Donc on est vraiment, ça y est, sur cet apprentissage du numérique au sens large. Mais 99% des parents l'ignorent, mais quel pourcentage des professeurs le savent? Parce que franchement, je tombe un peu des nues. Alors, les enseignants, quand tu es professeur d'école, si on prend le sujet des écoles primaires, un professeur d'école est toute la semaine avec ses enfants. Il va pas, contrairement au collège, où tu changes d'heure. Donc effectivement, il sait qu'il y a ce sujet. Ce sujet est un petit peu dans le programme de mathématiques, en déplacement dans l'espace, en code, etc. Mais le sujet de l'enseignant, c'est qu'il n'est pas formé aujourd'hui. Il n'a pas de ressources pédagogiques. Tu es enseignant de bonne volonté. Où est-ce que tu vas trouver ton parcours d'algorithmie pour tes élèves de CE2? Donc ça veut dire que c'est pas enseigné dans beaucoup d'écoles, en réalité, par manque de moyens, par manque de formation.
d'accès à des contenus. Exactement, par manque de formation, puisqu'en plus, effectivement, l'enseignant, il a un choix de formation dans l'année, mais c'est pas forcément celle qu'il va privilégier aujourd'hui. Il y a aussi des sujets, je pense, post-confinement, peut-être de remise à niveau sur des matières fondamentales. Et l'enjeu des enseignants aujourd'hui post-confinement, pour 70% d'entre eux qu'on a interrogés qui travaillent avec nous, leur sujet, c'est de remettre en place des codes sociaux. Ils n'ont jamais vu autant de problématiques déjà de réapprendre aux élèves à vivre en collectivité, d'accord ? Donc leur priorité va pas forcément essayer de comprendre et de se former sur ce point-là précis. Et puis les écoles sont pas toutes équipées. Je crois que tu as 28% d'écoles primaires seulement aujourd'hui qui sont équipées informatiquement. Ça veut dire que même l'enseignant qui connaît ces sujets, qui a le temps de le faire, a pas nécessairement les moyens de pouvoir apprendre à coder à ses élèves, quoi. Exactement, voilà. Il n'a pas les moyens à la fois techniques et puis de ressources. Parce qu'effectivement, il peut très bien essayer de récupérer quelques robots, notamment auprès de l'académie, ce qui est super, mais c'est pas pour autant qu'il saura comment faire, qu'il aura les ressources, qu'il aura les projets clés en main. Et c'est d'ailleurs tout le travail qu'on a effectué depuis 3 ans chez Digital avec des enseignants. C'est-à-dire que nous travaillons avec une communauté d'enseignants pour lesquels nous avons effectivement créé des cahiers d'élèves, des manuels scolaires qui vont sortir en janvier sur cette matière du numérique. D'accord. Donc là, on en vient à l'activité même de Digital, c'est précisément de pallier cette difficulté en apportant un savoir-faire, des contenus, des cours. Comment ça se passe concrètement ? Exactement. Alors nous, ce qu'on leur propose, en fait, l'idée, c'est vraiment de leur proposer des solutions clés en main. On sait que les professeurs d'école et les enseignants ont très peu de temps, en fait. Et donc, ils prennent déjà beaucoup de leur temps, contrairement parfois à ce qu'on pense, justement, à la pédagogie, à suivre les élèves, à créer des contenus, à aller s'informer eux-mêmes, etc. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment de proposer des choses clés en main qu'on a élaborées, collaboré avec des enseignants et qu'on a déjà testé sur plus de 5000 élèves depuis 3 ans dans les écoles. Donc, nous, on intervient sur le temps scolaire. C'est-à-dire que comme c'est une matière obligatoire, nos intervenants viennent sur le temps scolaire dans les classes et forment les élèves. Là, je pense, la semaine prochaine, on va former 3 classes de CM2 sur le temps scolaire. D'accord ? Donc, c'est super. On a aussi créé nos cahiers d'élèves parce qu'on ne peut pas être partout et notre enjeu, c'est l'inclusion. Moi, j'ai créé Digital avec ce rêve complètement fou que cette fracture au numérique, quand je dis au numérique, c'est pas d'avoir des tablettes, cette fracture à la culture numérique allait mettre en peine une grande partie d'une génération d'enfants et d'élèves, bien pire que l'anglais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne parlait pas anglais il y a 10-15 ans, on arrivait quand même à trouver un job. Aujourd'hui, on subit la tech, on subit des algorithmes sans avoir à garder un esprit critique. C'est bien plus compliqué que de ne pas parler anglais. Donc en fait, ce rêve fou, sûrement idéaliste, qui m'a poussé à tout quitter pour Digital, c'est l'inclusion. C'est l'inclusion dans les écoles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la mixité sociale, elle est dans les écoles. Aujourd'hui, si on ne s'adresse qu'à une population en after school d'élèves de Paris, on va toucher les 0,1% de la population qui, dans tous les cas, n'auront pas de problème pour accéder à l'emploi. Oui, l'after school, c'est le temps hors scolaire. Quand on est Tech France, donc on essaie de parler français. Je suis désolé, Marie, tout le monde n'a pas vécu à San Francisco et New York, mais voilà, ce temps qui, quand on est CSP+, est souvent consacré à des loisirs. Les enfants dès le plus jeune âge vont avoir des cours d'anglais particuliers ou etc. Mais effectivement, c'est un pourcentage infime de la population. Et c'est pour ça que cette inclusion, elle est dans les écoles, elle est sur le temps scolaire. Et qu'aujourd'hui, nous, on veut pouvoir faire partager ces ressources pédagogiques au plus grand nombre, puisque l'idée, tu as aussi un sujet de budget. Quand tu peux facturer effectivement dans les activités après l'école, dans les écoles privées, c'est un business model, mais de niche. Mais c'est pas ça le sujet Digital. C'est comment est-ce que le plus grand nombre d'enfants qui se trouvent en ruralité, qui se trouvent à la Courneuve, que je connais par ailleurs très bien pour y avoir travaillé 7 ans, comment ces enfants, on arrive à cette inclusion. Et puis l'inclusion filles-garçons. Alors l'idée, c'est pas d'être féministe, c'est qu'on a remarqué que quand on est sur des activités après l'école, on a en maternelle 60% de filles, donc c'est super. En primaire, on a 50%. Et qu'au collège, tu n'as plus que 1% des filles. Tu veux dire dans les activités autour de la tech, autour du numérique. Ouais. Alors comment ça peut s'expliquer de passer de 60% à
à 1%, c'est-à-dire à quasiment rien. Toi qui a été dans la finance, t'es pas spécialement un univers de femmes. Toi qui es aujourd'hui dans la tech, t'es pas spécialement un univers de femmes. Toi qui es entrepreneuse, t'es pas spécialement non plus un univers de femmes. Et tout ça, évidemment, on peut le regretter. Comment tu expliques cette déperdition et comment tu peux te battre pour que ça soit pas une fatalité? En fait, ce qu'on remarque, c'est que si tu proposes aujourd'hui à des collégiennes qui ont déjà 13-14 ans des cours de code, pour elles, c'est l'identification au geek. D'accord ? C'est l'image de geek. Donc, elles ne peuvent pas se retrouver dans cette image et s'inscrire. En revanche, nous, ce qu'on voit, c'est que sur le temps scolaire, déjà, on a les filles, forcément, et que plus tu les prends jeunes, entre guillemets, sur cette formation dès la grande section CP-CE1, et c'était mon vœu un peu égoïste quand j'ai créé Digital d'abord pour ma fille, pour que jamais elle ne se pose cette question, ma fille Carla. Et effectivement, elle a grandi avec Digital, elle a 8 ans, elle se pose pas la question. Elle se dit pas, est-ce que je suis capable de programmer, de comprendre que Jules César était le premier cryptologue de l'humanité. Donc en fait, les jeunes collégiennes, c'est pas sur ce sujet de code que tu vas les intéresser. Nous, on lance là le hashtag Je suis Insta pour toutes les collégiennes en se servant de leurs outils. Leurs outils, c'est Instagram, c'est TikTok. Donc on va leur proposer autour de ces thèmes-là des sujets de protège ta data, c'est quoi l'écologie digitale autour, et comment tu vas acquérir des compétences de marketing digital via Insta et via TikTok. Donc en fait, on va détourner la problématique. L'idée, c'est pas d'en faire des codeuses, parce que moi, je crois pas une seconde que ce soit forcément une bonne chose de pousser des millions de jeunes filles à être codeuses. Le sujet, c'est qu'elles aient de la hauteur et qu'elles comprennent ce qu'il y a derrière un code. C'est-à-dire que on n'apprend pas l'anglais pour être prof d'anglais, c'est ça que tu veux dire. Donc on n'apprend pas le langage de programmation forcément pour programmer, quoi. C'est une langue étrangère qu'il faut maîtriser parce que le monde dans lequel on est fait que c'est presque une question de survie, quoi. C'est ça. À quoi ça sert finalement de comprendre un algorithme? Je vais poser des questions un peu bêtes, mais peut-être que ce sont celles que posent des parents d'élèves, mais à quoi ça sert de comprendre un algorithme en réalité? En fait, qu'ils comprennent un algorithme, c'est que surtout qu'ils comprennent déjà qu'ils en font tous les jours les petits choux. Et ça commence tôt. Tu fais une recette de cuisine, ils font un algorithme. Ils font pousser des graines, ils vont respecter des instructions qui sont déjà un début d'algorithme. D'accord ? L'idée, c'est justement de démocratiser ce qu'est un algorithme, avec des choses concrètes de la vie de tous les jours. C'est pas d'en faire, oh là là, venez chez nous, on est les experts de l'IA. Pas du tout. C'est que les enfants se l'approprient, chacun avec leur âge, chacun avec leurs usages, pour garder toujours cet esprit critique derrière, qui est notre leitmotiv, en fait. Alors, j'ai une question quand même qui me brûle les lèvres, parce que tu interviens sur le temps scolaire dans des établissements publics, j'imagine. Là, je vais plutôt m'adresser aux entrepreneurs et tech qui ont du mal à travailler avec des établissements publics ou avec l'éducation nationale. Comment est-ce que tu as réussi à avoir tes premiers cours dispensés et qui les finance? Ah, écoute, je suis pas sûre qu'on ait craqué le modèle. Hein. Le sujet, c'est que déjà, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Et puis, je crois que cette volonté de partage, en fait. Nous, chez Digital, on est une équipe qui est déjà... Enfin, l'équipe Digital est évidemment incroyable, elle a toujours été dans le partage. Donc, en fait, en partageant tes ressources pédagogiques, en partageant tes cahiers, en travaillant avec les enseignants, nous, on collabore avec les enseignants. Ils co-rédigent avec nous. Donc, c'est aussi nos meilleurs ambassadeurs puisqu'ils partagent et ils écrivent cette matière ensemble. Donc, forcément, ils sont convaincus du coup et ils le préconisent entre eux. Donc c'est une chance. Et puis aujourd'hui, on a quand même, je trouve, un pays qui bouge, même s'il bouge pas assez vite. Hein. On a quand même de très bonnes nouvelles, et notamment grâce à EdTech France et aussi tout ton travail, Rémi. On voit bien qu'on va voir ce que ça va donner l'échec EdTech France, mais j'espère que les plus grands nombres pourront en bénéficier dans notre écosystème. Oui, alors je précise parce que tu as dit l'échec EdTech France, c'est les plus loin chèque, hein. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas, j'espère que ce sera pas un échec, mais l'idée, je te remercie de me permettre d'en dire un mot. Voilà, il faut pas confondre l'échec scolaire et l'échec. Bon, non, l'idée c'est de donner le pouvoir aux enseignants. En réalité, c'est qu'il y ait des budgets importants qui puissent être déployés pour que on transforme véritablement l'école grâce et avec le numérique, et que les enseignants, dans le respect de leur liberté pédagogique, soient les premiers à choisir ou pas d'ailleurs d'utiliser telle ou telle ressource. Voilà. Donc c'est le chèque numérique, c'est donner le pouvoir à l'enseignant de dépenser un crédit
pour des ressources ou des outils numériques. Voilà. Mais je suis content parce que du coup, tu m'as permis de le dire. Voilà. Quelle belle complicité, bravo Rémi. Et est-ce que, parce que aujourd'hui les écoles primaires sont réouvertes et on espère tous qu'elles ne fermeront pas, parce que l'école c'est d'abord à l'école avant d'être à la maison. Évidemment, tu as traversé comme tout le monde la période de confinement avec tes enfants. Comment tu as vu le rôle du numérique pendant cette période-là, à la fois pour permettre une forme de continuité pédagogique et en même temps, on a eu des enfants qui souvent ont été un peu livrés à eux-mêmes avec leurs écrans justement. Quel est le regard que tu portes sur cette période? Alors, écoute, déjà d'une manière très personnelle, moi j'étais en pleine levée de fonds, donc c'était en plus rock'n'roll, c'est-à-dire les enfants à la maison en pleine levée de fonds. Moi j'ai cru que j'allais mourir. Je crois que j'ai passé ma journée à manger dans le frigo. Je crois que j'avais pris 5 kilos, tout le monde l'a vu. Et mes enfants, du coup j'ai lâché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous on a eu la chance évidemment de le faire à la maison de campagne. Si tu veux, ils sont dans une super école, mais si tu crois, ils n'ont jamais eu de retour d'un de leurs enseignants. C'est-à-dire que ce que j'ai croisé aussi autour des plusieurs élèves, c'est qu'on recevait tous des devoirs via des emails, mais que du coup, tu avais 2-3 heures de devoirs avec tes enfants où tu n'avais pas d'interaction. D'accord ? Résultat des courses, en tout cas, de manière très personnelle, ça a été quand même très rock'n'roll, avec beaucoup de tension en fait sur les enfants, parce que toi en tant que parent, t'es pas pédagogue. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma qualité première. Et tu te rends compte aussi du travail que font les enseignants tous les jours en présentiel. C'est extraordinaire. Et que ça a été très compliqué pour eux aussi, cette période, je crois, d'apprendre aussi par les médias en même temps que les parents ce qui allait se passer. Donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour eux de perdre ce lien d'interaction avec leurs élèves, de pédagogie, de transmission en fait. Et aujourd'hui, je pense que s'il y avait un autre confinement, mais il n'y en aura sûrement pas, et tant mieux, il y aura sûrement un peu plus ils ont été un peu plus formés, tout ce qui est usage, Zoom, audio, mais on s'est tous rendu compte que rien ne remplacerait jamais la présence du maître, comme on dit, et que le robot enseignant, c'est pas pour demain. Mais oui, encore heureux. Et ça, d'ailleurs, c'est une espèce de fantasme. C'est-à-dire que le robot enseignant, moi, je connais pas un entrepreneur EdTech qui soit militant de cette solution. Enfin, c'est vraiment l'épouvantail pour foutre la trouille aux gens. Mais l'intelligence artificielle, c'est évidemment pas ça. Quel est le regard que tu portes, toi, sur l'intelligence artificielle, justement, dans un contexte éducatif? Alors, je pense que ça dépend aussi des pays. Tu prends un pays comme la Chine où ils ont été incroyablement près sur de l'école à distance, de l'intelligence artificielle, du suivi personnalisé des élèves avec des logiciels qui permettent de suivre leurs compétences acquises et de s'adapter à chaque niveau. Tu prends les États-Unis où effectivement l'intelligence artificielle dans l'éducation est quand même moindre que celle de l'Asie d'ailleurs. Ils sont quand même plus, entre guillemets, pas en retard, mais ils sont quand même plus prudents là-dessus. Et puis, tu as notre sujet à nous, Europe et France, où de toute façon, on n'est pas prêts. On voit bien, nous, les parents, les enseignants, les enfants sont pas forcément prêts à avoir cette intelligence artificielle. Quand je parle d'intelligence artificielle, une très pointue. C'est-à-dire qu'il va te permettre de suivre à la fois ton individualité, là où sont tes talents, là où on va suivre tes compétences pour te proposer du contenu adapté à tes points forts et tes points faibles, même si j'aime pas dire les points faibles. Et je pense pas qu'on soit prêt du tout dans nos mentalités aujourd'hui à déléguer ce sujet éducation. Mais est-ce que c'est le déléguer ou est-ce que c'est donner à l'enseignant un moyen de mieux individualiser les apprentissages? Moi, quand j'étais prof, j'aurais rêvé que chacun de mes élèves, ils étaient plus grands, c'était pas d'école primaire, mais puisse avancer à son propre rythme. Et c'est en ça où moi je trouve que c'est intéressant parce que l'IA ne vient pas remplacer, elle vient augmenter d'une certaine manière. Non, c'est pas comme ça qu'on peut se représenter les choses pour rassurer un peu les gens, peut-être. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je partage, ce serait magique si tu veux, pour avoir. Eh ben tant mieux, j'espère bien. Génial, il va pouvoir passer le podcast. Merci Rémi. Mais à mon sens, on en est encore loin.
parce qu'il y a quand même une évangélisation, si tu veux. Aujourd'hui, on en est à se battre tous ensemble chez Tech France pour faire entendre nos petites voix de dire on n'est pas là pour disrupter l'éducation nationale, on est là pour tous vous aider à faire différemment, etc. Donc déjà, on a tous ce sujet, cette bataille, entre guillemets, de faire comprendre les fondamentaux. Donc il faut qu'on évangélise, qu'on démocratise, qu'on montre par l'exemple, et ensuite on passera, je pense, plus facilement à l'étape d'après. Alors il y a des enseignants qui travaillent avec Digital, tu l'as dit. Il y a un biais, c'est que c'est par définition des enseignants qui sont plutôt acculturés au numérique. J'imagine que parfois sur le terrain, tu en croises qui sinon sont un peu hostiles, en tout cas ont l'air pas du tout intéressés. Qu'est-ce que tu leur dis à cela? Écoute, en fait, les enseignants, mais ils sont comme la population, c'est-à-dire que tu as 10%, ce qu'on dit, 10% de gens qui sont plutôt innovants, 80% de personnalités conservatrices et 10% de personnalités tournées vers le passé. Et en fait, tant mieux, parce que s'il y avait que des innovants, on te mettrait un chaos total en permanence dans la société en changeant tout le temps. Ouais, pas faux. Donc, chacun sa place. Et donc, nous avons évidemment des panels d'enseignants qui sont sûrement plus, entre guillemets, innovants, même si j'aime pas dire ça. Mais c'est cela qui entraîne aussi par la confiance et en discutant avec ceux qui sont un peu plus conservateurs. Et évidemment, pour répondre à ta question, on en a croisé, et toujours avec bienveillance. Sauf qu'en fait, quand tu discutes avec eux, tu te rends compte que c'est juste de la peur de ne pas voir ce que c'est concrètement. Et quand tu es là à leur montrer les cahiers d'exercice, l'expérimentation avec des robots, des projets, je te garantis qu'à la fin, c'est ceux qui sont le plus impliqués. En fait, c'est vraiment prendre son temps, leur donner la main, se poser, expérimenter ensemble. Et ensuite, il dit, mais oui, mais c'est génial, parce qu'en fait, ça, je le raccroche à la géométrie. Bah oui, je le raccroche à l'histoire. Bah oui, je le raccroche aux arts plastiques. Bah évidemment. Donc, à la fin, ils sont convaincus. Et puis, t'as une masse d'enseignants qui sont très différents les uns des autres. Il n'y a pas grand-chose à voir entre le jeune prof ou le jeune maître ou maîtresse qui viennent on dit plus ça d'ailleurs. Moi j'aimais bien dire maître et maîtresse, mais enfin bon, professeur des écoles, dis donc, qui commence sa carrière, et puis celui ou celle qui a 2 ans de la retraite. C'est plus compliqué pour celui-là ou pas? Ou finalement, quel que soit l'âge, c'est un mythe de croire que les plus jeunes sont plus à l'écoute que les autres. Moi je crois que c'est un mythe parce qu'ils sont tellement. Il faut pas oublier que la grande majorité des enseignants aiment tellement leurs élèves qu'ils ont tellement envie de leur donner le meilleur d'eux-mêmes également et de se remettre en question. Et moi, ce que j'ai découvert depuis 3 ans, qui n'est pas de ce milieu, tu l'as souligné en rigolant, mais c'est vrai, de l'enseignement, tous les jours, je suis sidérée par leur envie, en fait, de transmettre, malgré tout d'ailleurs. Et les vrais héros du quotidien, c'est eux, quand même. Je sais plus les vrais héros n'ont pas de cap, mais ils ont le capes. Ouais, c'est ça. Voilà, je crois que j'ai vu qui avait dit ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal dit. Quels sont les grands enjeux là pour toi dans l'année qui vient, en espérant que cette année soit la plus normale possible à la fois pour ton entreprise et puis plus globalement pour le système éducatif? Comment tu vois les choses? Écoute, alors plus globalement, déjà que les enfants et les élèves retrouvent de la sérénité. Et de la joie de vivre et des fous rires sans les masques, les lycéens puissent fêter leur examen. Voilà, déjà tout simplement qu'une vie toute simple et heureuse reprenne pleine d'énergie, que les enseignants puissent souffler, parce qu'on parle beaucoup des soignants évidemment, sans commune mesure, mais pour les enseignants c'est très dur cette deuxième vague aussi, de perte de repères. On est en train de faire un bac forcément en contrôle continu, donc c'est beaucoup de changements pour eux et pour lesquels on se rend pas forcément compte, nous qui sommes plus dans le monde de l'entreprise, où le changement est permanent en fait, ce qui est pas quand même leur cas. Donc vraiment retrouver la sérénité, et puis surtout qu'il y ait cette ouverture. Il faut vraiment qu'en France on arrive il faut y aller quoi. Il faut qu'on s'ouvre sur, je pense, à des moyens d'éducation différents, qu'on puisse mettre en valeur justement tous les outils merveilleux qu'on a, et notamment auprès de tous nos partenaires de Tech France, des solutions extraordinaires et françaises. Donc, continuer à se battre, qu'on ait plus d'écoute pour que tout le monde en bénéficie le plus rapidement possible. Parce que, une de mes inquiétudes, évidemment, comme tout le monde, je ne voudrais pas que ce soit les GAFA qui s'occupent de l'éducation de nos élèves français. Parce que du coup, garder l'esprit critique, d'être citoyen, de voter, ils auront bientôt tous des élections, et puis d'autres sur lesquelles ils voteront. Je pense à nos enfants de primaire et de collège. C'est ça en fait l'enjeu.
qu'on a tous ensemble. Et puis il y a des GAFA chinois, c'est encore mieux en système de droit et de valeur. Là, on est encore plus proche d'une autre. Hein. Bon, bref, il n'y a pas de start-up EdTech au Corée du Nord. Je tiens à rassurer les populations, mais enfin, faisons quand même un peu attention. Eh ben, merci beaucoup, Marilyn. Le temps file et c'était un plaisir de te voir et de t'avoir. On est à distance, mais on se voit quand même. C'est la magie du numérique qui assure non seulement une forme de continuité pédagogique, mais aussi une forme de continuité podcastique. Voilà, c'est très difficile à dire, hein, la continuité des podcasts. Est-ce que tu as un dernier mot? Je te laisse aller 15 secondes de liberté. Là. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Comme tout le monde, je crois que j'ai envie de dire Rémi, ne nous quitte pas. Oh, c'est mignon ça. Non, pourquoi elle dit ça? Parce que ce podcast sera peut-être un des tout derniers que j'aurai la chance d'animer, puisque je quitte effectivement la direction générale d'EdTech France à la fin de cette année 2020, mais je ne serai pas très loin. Je reste dans l'écosystème. Voilà, on fera peut-être une édition spéciale, voilà, pour revenir sur ces 2 années extraordinaires, et je te remercie de me donner l'occasion de le dire, que j'ai passé avec tous ces entrepreneurs merveilleux. J'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup apporté. J'espère avoir apporté aussi un peu au développement de cette belle filière. Et puis voilà, il y a encore, comme disait Jean-Pierre Raffarin, la route est longue, mais la pente est droite. Ça veut dire que, d'ailleurs, je sais pas tellement ce que ça veut dire, mais en tout cas, il y a un bel avenir à construire. Il y a beaucoup d'obstacles, mais il y a l'énergie, en tout cas, pour les lever. Merci beaucoup, Marilyn. Merci beaucoup, Rémi, vraiment, c'était un plaisir. Et puis, ce qui est génial, c'est que personne ne verra la tête que tu avais ce matin. Non, voilà, le confinement me fait très mal. Il me fait très mal d'un point de vue strictement capillaire. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je remercie les équipes de Maxime Maton et de l'agence Matoons, le producteur de cette émission. Et je vous dis, j'espère à très bientôt, ici ou ailleurs. Ciao! Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton de l'agence Matoons pour la production de ce podcast.